Chers amis, rappelez à votre mémoire un souvenir de vous. Cette fois où vous avez libéré du temps pour travailler sur un projet et où malgré du temps libre, malgré les ressources à votre disposition, où tout concordait à la réalisation de votre rêve, vous n'avez finalement rien fait. Et vous vous êtes dit que l'inspiration ne venait pas, que l'humeur ne vous y disposait pas, et tout cela parce que j'étais pas motivé. Permettez-moi d'être péremptoire un tout petit instant. La motivation n'a rien à voir avec cet échec. Voyons pourquoi et voyons quel chemin nous pouvons prendre pour que la prochaine fois, votre tentative soit un succès. Je vous rappelle que sur cette chaîne, je vous propose d'explorer avec moi des coins sympathiques et les ténèbres qui occultent le chemin pourtant lumineux de la création artistique. Ainsi, je vous invite à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Vous savez que pour les créateurs, la visibilité est une denrée, au même titre que l'eau dans Mad Max qui est rationnée par le tyran Immortan Joe qui prend plaisir à voir ses sectateurs et quelques autres gueux se déchaîner en patelinerie dans l'espoir d'en obtenir quelques gouttes. Ainsi, je vous serai infiniment gré de m'abreuver car j'ai soif. Si vous vous sentez investi du désir de créer, c'est que vous êtes littéralement motivé. L'initiative de créer est un geste motivé, ainsi votre motivation existe. Imaginez, vous êtes chez vous, c'est le début de l'après-midi, l'ambiance est calme, vous n'avez pas de rendez-vous, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire de l'art. Et vous avez un projet, dont vous avez le désir intense de le mener à bien. Et vous savourez en avance la satisfaction que vous éprouverez quand, à la fin de la journée, vous contemplerez votre travail. Mais vos yeux tombent sur votre bureau et là vous vous dites « bon, pas tout de suite ». Vous ouvrez les réseaux sociaux, puis vous passez sur YouTube, et puis soudain, il est 21h. Ce n'est effectivement pas la motivation qui vous a mis le crayon en main. Maintenant, considérons l'hypothèse suivante. Ce n'est pas la motivation qui nous met au travail, c'est le travail qui entretient notre motivation. Autrement dit, si on peine à se mettre au travail, ce n'est pas un défaut de motivation, c'est un défaut de discipline. Et ça, c'est une prise de conscience qui commence à s'étendre et c'est très heureux. Parce qu'à considérer toutes les vidéos de motivation qu'on peut voir sur Internet, on aurait l'impression que le passage à l'action ne nécessite qu'une motivation suffisante. Ce qui est faux. Souvent, l'euphorie de la création se trouve justement quand, après s'être astreint au travail, à la pratique, on atteint cet état de flow. Rappelons que le mot motivation vient du latin motus, mouvement. Aussi, on peut considérer que la motivation, c'est la mise en mouvement. Tout l'enjeu du travail artistique est de trouver comment conserver ce mouvement. Et c'est là que le mot discipline devient le plus important. Soyons honnêtes, on ne peut pas ressentir en permanence le besoin impérieux de créer. Imaginons un romancier qui arrive au terme de l'écriture d'un livre de plusieurs centaines de pages. Est-ce que tous les jours il s'est mis à son bureau en se frottant les mains et s'est mis à tapoter frénétiquement sur son clavier? Est-ce que à chaque instant de ces quelques mois, il a senti une élation extraordinaire le pousser à travailler? Songeons encore au compositeur Sergueï Rachmaninov. Est-ce que pendant les 10 mois qu'il lui a fallu pour composer son concerto pour piano numéro 2, et alors qu'il était sur la fin d'une dépression, il s'est levé tous les matins avec la banane et avec des idées géniales plein la tête pour composer dans la liesse dès qu'il se mettrait au piano? En plus, j'ai entendu dire qu'il n'avait pas forcément accès aux réseaux sociaux pour écouter des conférenciers hurler des choses comme Stop doubting, do it, no excuses. Tout ça pour dire qu'au fond, on le sait. C'est trop facile de dire qu'on n'est pas d'humeur pour créer. On n'éprouve pas toujours de plaisir à se lancer. À vrai dire, on n'en éprouve quasiment jamais. Si on ne le force pas, notre cerveau va toujours préférer l'absence d'effort à l'effort. Notez que j'utilise le mot « forcer » à dessein, parce que c'est devenu un gros mot et je trouve qu'on l'a banni un petit peu vite. Aujourd'hui, on ne force plus, on invite. Au pire, on encourage. Mais vous vous doutez que si on parle de discipline, il n'est pas question d'encourager. Il est question d'obtenir par la force. Revenons au plaisir. Pour créer, il ne faut donc pas l'attendre, mais lui donner les conditions pour apparaître. Autrement dit, il faut s'organiser. J'en profite pour dire que nous allons beaucoup parler d'organisation sur cette chaîne. D'ailleurs, elle s'adresse à la fois aux artistes professionnels, c'est-à-dire ceux qui consacrent la majorité, voire l'intégralité de leur temps à leur art, et aux artistes qui pratiquent en parallèle d'une autre profession et qui ont ainsi moins de temps pour créer. Ce qui change considérablement notre rapport à l'organisation, mais qui tout de même relève des mêmes enjeux. Un exemple. Le hasard a fait que plusieurs de mes amis, à peu près à la même période, c'était les 2 années qui ont précédé le Covid, ont décidé de se mettre à mi-temps pour pouvoir travailler, avancer sur leurs projets personnels, que ce soit des projets artistiques, entrepreneuriaux ou autres. Le constat général au terme de cette période est que leur productivité
a été largement plus faible que quand ils travaillaient à plein temps. Pourtant, ce sont des consultants, des ingénieurs, bref, ils tapent du 50 heures sans problème. Passés à 20 heures par semaine, ils constatent qu'ils produisent moins malgré tout ce temps supplémentaire. Évidemment, il n'est pas question que d'organisation, il s'agit aussi d'un rapport entre l'intensité de l'activité globale et le courage dans la définition qu'en donne André Malraux. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Maintenant, considérons un artiste dit professionnel. Quel que soit notre art, c'est un métier fondamentalement imprévisible et pour l'exercer, il est nécessaire de créer de la stabilité. Dans un univers en désordre, la priorité pour chacun est de créer de l'ordre. Ainsi, il est important de structurer sa vie. Si vous êtes intermittent ou en passe de l'être, vous savez à quel point il est facile de ne rien faire. On en revient à ce que nous disions tout à l'heure. La première erreur quand on projette de s'investir dans une création artistique est de croire que libérer du temps suffit pour pouvoir créer. Avoir du temps n'est que l'un des paramètres qu'il faut optimiser pour se donner les conditions de créer quelque chose. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire s'organiser? Essentiellement, il s'agit de se fixer un objectif et de s'y tenir. Mais vous allez me dire que tout de même, la création artistique, en tant qu'elle est quand même un élan de l'âme, ne sollicite pas la même énergie que celle que nous devons déployer pour, disons, remplir un bilan comptable, ce qui n'est pas non plus négligeable. Mais dans ce second cas, il n'est pas nécessaire de mobiliser des émotions. Et c'est vrai, on ne commande pas l'inspiration. Alors comment résoudre ce paradoxe? Dans quelques instants, nous allons réfléchir à des solutions concrètes, mais d'abord, je voudrais évoquer une anecdote que rapporte le mathématicien Cédric Villani dans son livre Théorème vivant. Un jour, le mathématicien légendaire Henri Poincaré se débat en vain avec un problème. Et puis, alors qu'il est toujours tenu en échec, il part en randonnée avec ses amis. Sur le chemin du retour, alors qu'il pose le pied sur le marchepied du bus, une idée le traverse. De retour à son cabinet, il l'applique à son problème et le résout. Cédric Villani évoque d'autres exemples montrant des penseurs traversés par des idées géniales à des moments complètement improbables. Qu'est-ce que cela nous enseigne ? D'abord qu'il est important, parfois, de lâcher prise. La solution n'est pas de se menotter à son plan de travail, parce que les idées ne peuvent pas naître ex nihilo, mais aussi que c'est parce que Poincaré était un bourreau de travail et qu'il s'astreignait de tout son être à la résolution de problèmes, que l'idée, dans un moment de relâche, a pu être générée. Même si sa conscience s'aérait, son inconscient a continué à travailler pour lui. D'ailleurs, nous avons vu dans notre vidéo sur la créativité que la fabrique d'idées est essentiellement une collaboration entre nous et notre inconscient. C'est en quelque sorte un effort bilatéral. On entend souvent des discours extrêmes qui disent d'un côté que le secret du succès est de travailler 100 heures par semaine et de l'autre côté qu'il ne faut pas forcer l'inspiration, qu'il faut gentiment laisser venir. Nous voyons ainsi que ces deux discours sont inexacts puisque ni l'un ni l'autre ne peuvent s'appliquer de manière systématique aux impératifs de la création. Celle-ci consiste entre un aller-retour entre moments d'impression et moments d'expression. C'est un mouvement qu'on doit alimenter en permanence, de manière active, par la discipline. J'ajoute aussi qu'on ne va pas parler de routine ni de façon particulièrement intelligente d'organiser sa semaine, d'abord parce que ce n'est pas le but de la chaîne, et qu'il ne faut surtout pas non plus tomber dans l'excès de planification. On connaît tous des gens qui ont une morning routine à rallonge, qui entretiennent un superbe bullet journal, et qui au final produisent en un mois ce que vous faites en une semaine, parce qu'ils auront consacré plus de temps et d'énergie à planifier qu'à créer. Il y a quelques années, quand j'essayais d'écrire mon premier roman, je me suis fixé une routine complexe avec des créneaux de 45 minutes. C'est une période de 5 mois durant laquelle je n'ai rien écrit. Il faut se demander ce dont on a réellement besoin, ce qui est essentiel à notre création. Tout ce qui ne concourt pas directement à vous permettre de créer est non seulement superflu, mais en plus sapera votre énergie. Non seulement il faut se mettre au travail, mais en plus de cela, avant de se mettre au travail, il faut passer par toutes ces étapes. Niveau discipline, c'est se mettre un palier de difficulté en plus. D'autant plus que, comme le soulignait Cédric Villani, la création est faite d'heureux imprévus. Soumettre à la planification l'intégralité de son temps ne permet pas aux idées de se développer. Enfin, je précise que je parle bien de création artistique et qu'il est évident que pour entretenir une technique, il est essentiel de pratiquer régulièrement. Mais au-delà de la technique, considérons justement que la capacité de créer fonctionne comme un muscle. Bien, synthétisons maintenant ces réflexions en applications concrètes pour discipliner notre pratique. Numéro 1, astreignez-vous à un objectif de production ou un objectif de temps. Il peut être judicieux de préférer les objectifs de temps si vous avez déjà du mal à en libérer. Par exemple, je vais travailler sur ce projet par tranche de 1h30 tous les lundis, mercredis et vendredis matin. Si vous avez du temps, il est généralement préférable d'opter pour un objectif de production. Aujourd'hui, je dessine cette planche, demain, je passe à la couleur. Numéro 2. Si vous en avez le luxe,
Et afin d'optimiser l'utilisation de votre énergie, privilégiez de longues plages horaires. N'importe quel artiste vous le confirmera, vous produirez toujours plus et toujours mieux en une séance de 3 heures qu'en 3 séances d'1 heure. Encore une fois, il faut du temps pour générer le plaisir de créer. Il faut du temps pour accueillir l'inspiration. Numéro 3, faites vos gammes. De la même façon qu'un pianiste se chauffe en explorant différentes tonalités et en rappelant ses doigts à la technique, il est extrêmement utile de trouver une manière systématique de se mettre au travail qui n'exige pas encore d'inspiration, mais permet justement de mettre le pied à l'étrier. Par exemple, vous pouvez vous aider des exercices qu'on a cités dans la vidéo sur la créativité, comme la création automatique. Dans tous les cas, ça aide énormément de commencer par un travail de chauffe qui n'a pas d'incidence sur la création en cours. Numéro 4, fixez des échéances qui seront vérifiées par une tierce personne. Par exemple, vous pouvez décider avec un ou une amie de vous envoyer réciproquement vos travaux à date régulière. Vous pouvez aussi très bien vous servir des réseaux sociaux. C'est toujours stimulant d'annoncer le partage d'un contenu qu'on n'a pas encore produit. Je connais un peu le sujet. Numéro 5, optimisez votre travail en choisissant votre lieu idéal et votre heure idéale. Avec la pratique, vous observerez si vous préférez le calme total de votre bureau, bien un chaos léger comme un café, ou si vous préférez créer le matin avec un cerveau frais, ou bien le soir chargé des émotions du jour et dans le calme de la nuit. À ce sujet, plusieurs de mes amis, quand je leur ai posé la question, m'ont répondu que peu importe l'heure, l'important c'est qu'il n'y ait rien d'autre à faire de la journée. Dans la pratique, je vous conseille de persévérer pendant 3 semaines avant de déterminer si un lieu ou une heure vous convient ou pas. Tout cela évidemment, c'est encore une fois avec la pratique que vous apprendrez à vous connaître et à déterminer ce qui vous est essentiel. Ce qui me donne l'occasion de répéter qu'il ne faut pas attendre d'avoir une bonne idée pour créer. Inutile de vous prendre la tête. La première étape est toujours de se lancer. Si vous êtes excité à l'idée de démarrer un projet artistique, vous êtes motivé. On n'en parle plus. Maintenant, lancez-vous, organisez-vous au fur et à mesure, soyez discipliné, le plaisir viendra avec le travail. Vous verrez, c'est génial. À samedi prochain.